Jean-Noël Barrot, bonjour. Bonjour. Et bienvenue pour le Café Politique. Je vous en prie, installez-vous. Le Café Politique au cours duquel nous parlerons de vos engagements, de votre parcours et puis forcément aussi un peu d'actualité. Vous êtes le député de la 2e circonscription des Yvelines, vice-président de la Commission des finances à l'Assemblée, membre du MoDem et du groupe majoritaire aussi de La République En Marche. C'est votre premier mandat de député. Vous avez été élu fin juin 2017. Vous l'avez emporté face au sortant, Pascal Thévenot, le maire de Vélizy. Avant de parler de l'actualité et de revenir un petit peu sur les sujets du jour, quelle image, quel souvenir vous gardez de cette campagne politique ? Je crois que ça a été une campagne d'abord très enthousiasmante puisqu'on a essayé de bâtir sur la victoire et la promesse d'Emmanuel Macron qui a recueilli beaucoup de soutien et beaucoup d'adhésion auprès des citoyennes et des citoyens sur l'ensemble du territoire national, mais en particulier dans les Yvelines. Donc de ce point de vue-là, c'était vraiment très enthousiasmant. Et puis sur le plan politique, je crois que ça a été une campagne assez digne et que de part et d'autre, et quels que soient les candidats, les débats ont été de très bonne tenue. Vous êtes arrivé dans les Yvelines alors que vous étiez élu en Haute-Loire, vous étiez conseiller départemental. Absolument. Comment s'est fait cette arrivée aussi ? Pourquoi ce choix départemental ? Assez naturellement parce que ma vie professionnelle qui m'avait emmené aux États-Unis pour y enseigner l'économie et la finance m'a ramené à HEC où j'avais été formé, et c'est donc là où j'allais très naturellement travailler. J'y connaissais, j'y revenais pour y vivre et pour y travailler, et donc c'est assez naturellement que j'ai été investi sur cette circonscription. Et ce mandat de député, vous aviez aussi envie d'agir au national cette fois-ci, à seulement 34 ans ? J'ai fortement adhéré à la proposition de renouveau qu'a porté Emmanuel Macron. J'ai vu dans son programme présidentiel un certain nombre d'idées et de valeurs qui m'étaient chères, et je me suis dit que c'était vraiment l'opportunité d'essayer de faire bouger les choses. Et alors on parle de ce mandat de député, peut-être aussi pour marcher dans les pas de votre famille. On est obligé quand même d'y revenir un petit peu, dans les pas de vos pères, de votre père et de votre grand-père. Noël Barrot, votre grand-père était député de la Haute-Loire jusqu'en 66. Votre père Jacques Barrot a lui aussi été député de 67 jusqu'en 2004. On pourrait aussi s'attarder sur le parcours de votre père, qui est ancien ministre, et de Valéry Giscard d'Estaing et de Jacques Chirac également, membre du Conseil constitutionnel jusqu'à sa disparition en 2014. C'est eux qui vous ont donné le goût de la politique ? On parlait beaucoup politique en famille, j'imagine. On parlait beaucoup politique, et c'est vrai qu'il y a dans l'engagement de mon grand-père, Noël Barrot, qui, comme vous l'avez dit, a été député à la Libération, quelque chose qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il fait partie de cette génération qui, dans le silence de la résistance, s'est engagé au service des autres et au risque de sa vie parfois. Et c'est dans cette forme de générosité et d'engagement que j'ai tiré l'inspiration de ma vocation politique. Et on parlait donc beaucoup politique, il y avait des débats agités, animés, vous partagiez leurs idées. Rapidement, vous avez fait vos convictions politiques, vous les avez forgées avec eux. Mes convictions politiques, je les ai formées bien sûr dans mon contexte familial, comme chacune et chacun, mais aussi pendant ma formation à HEC, et puis ensuite ma vie professionnelle aux États-Unis et mon activité de chercheur qui m'ont aussi amené à affiner un certain nombre d'idées que je me fais sur l'économie, sur la politique, sur les politiques publiques. Et donc c'est la combinaison des deux choses qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et vous avez fait le choix du MoDem et puis par extension de La République En Marche. Là aussi, ça s'est fait naturellement, le choix du centre et puis et de La République En Marche ensuite. Vous avez tout de suite adhéré à ces valeurs-là et à ce qui était porté par Emmanuel Macron. Oui, le MoDem, c'est bien sûr le parti de François Bayrou, mais c'est aussi l'héritier d'une tradition politique qui remonte à l'avant Deuxième Guerre mondiale et à laquelle mon grand-père a participé, mon père aussi, et de laquelle je partage les valeurs pleinement. Elle se retrouve aujourd'hui un peu au centre de gravité de la majorité présidentielle, qui est plus large, puisque la République En Marche rassemble des personnalités qui vont des républicains, ou des anciens républicains, avec Bruno Le Maire, etc., jusqu'à des personnalités qui viennent de la gauche, y compris d'anciens premiers ministres de la gauche. Donc c'est assez vaste. Et puis au cœur de cette majorité, il y a la famille centriste, et dont le MoDem est une des figures. Et en tant qu'élu MoDem, vous vous sentez bien au sein de La République En Marche ? Oui, absolument. D'abord parce qu'il n'y a pas vraiment de mur entre les deux. Il y a la double adhésion
coalition qui est possible, parce qu'on a été élu sous la même bannière qu'est La République En Marche, et qu'il n'y a pas vraiment pour moi de distinction dans le projet que nous portons pour la France. Vous parlez de votre carrière professionnelle avec ces enseignements aux États-Unis, ce diplôme d'HEC à Jouy-en-Josas aussi, donc pour votre parcours professionnel, pardon. Vous pensez reprendre cette carrière professionnelle ou elle est juste entre parenthèses aujourd'hui ? Bien sûr, elle est entre parenthèses et je compte bien y retourner puisque la conception que nous nous faisons de l'engagement politique, c'est qu'il ne doit pas compromettre l'engagement dans la vie, d'abord dans la vie familiale, dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie professionnelle, dans la vie civile, je dirais. Je continuerai d'ailleurs à donner quelques heures d'enseignement ici et là à HEC pour garder un lien avec cette discipline qui m'a formé et qui me plaît beaucoup. Aujourd'hui, c'est en tant que député que vous agissez. Vous avez été chargé par Bercy de faire des propositions aussi sur le financement de l'économie pour la préparation d'un projet de loi. Comment s'est passée cette mission ? Mais écoutez, c'était passionnant. Je dois dire qu'au départ, j'étais un petit peu circonspect puisque j'avais déjà énormément de travail avec la discussion budgétaire et puis avec une autre mission qui m'avait été confiée sur la modernisation du Parlement et ses moyens d'évaluation et de contrôle. Et puis, je me suis dit, ce serait trop dommage de laisser passer l'occasion de travailler sur ce sujet, puisque c'est un sujet qui est très proche de mes travaux de recherche. Et donc, avec Alice Zaguri, qui est la présidente et fondatrice de l'accélérateur The Family, basé à Paris, nous avons mené une large consultation, y compris dans les Yvelines, auprès de chefs d'entreprise, d'organisations professionnelles, de financeurs, de tous horizons, pour essayer de comprendre quels étaient les obstacles au financement et à la croissance des entreprises et quels étaient aussi les obstacles à la bonne allocation par les Françaises et les Français de leur épargne. Et nous avons remis effectivement, juste avant Noël, une série de propositions basées sur toutes les idées que nous avons fait remonter du terrain. Mais nous avions 6 semaines pour le faire. C'est déjà bien, puisque c'est tout à fait inédit qu'un gouvernement, avant de rédiger son projet de loi, confie à des députés le soin de faire une pré-consultation. Mais on a eu 6 semaines et c'était court pour le faire, donc on a fait au mieux. On parle parfois justement de ces tensions entre députés et gouvernement. Il y a certains sujets où tout le monde n'est pas aligné. Vous le ressentez ou pas ? Puis il y a un sujet concret dont on pourrait parler sur le territoire, c'est celui de la ligne 18 aussi, qui aujourd'hui reste finalement à trancher avec des élus de terrain. Vous allez nous le dire si vous défendez cette ligne 18. Et puis un gouvernement qui a peut-être des choix à faire et peut-être supprimer la ligne donc 18 de ce super métro. Oui, la séparation des pouvoirs veut que le pouvoir parlementaire soit distinct du pouvoir exécutif. Et la Constitution de la Ve République prévoit que c'est dans l'ensemble le gouvernement qui est à l'initiative de la loi et les parlementaires qui la discutent et qui l'amendent et qui la votent. Donc évidemment qu'il y a des discussions et qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout. Ça a été le cas pendant la discussion budgétaire. Ce qui est un peu nouveau dans l'approche dont nous parlions à l'instant, c'est que le gouvernement a souhaité associer les parlementaires en amont de la rédaction par les ministères, donc par l'exécutif du projet de loi, et ça c'est assez nouveau. Et concernant la ligne 18 alors, est-ce que vous concernant défendez cette ligne 18 bien en tant sûr, que député la ligne 18 est absolument essentielle pour préserver l'unité et l'avenir de l'OIN. L'OIN, c'est cette opération d'intérêt national qui va du plateau de Saclay jusqu'à Saint-Quentin et Versailles et qui donne à notre territoire et à nos territoires, puisque c'est un assemblage de territoires, une perspective de très long terme de développement, à la fois du point de vue foncier, du point de vue des transports, du point de vue universitaire, du point de vue des entreprises. Et tout ça, c'est un équilibre assez fragile et la ligne 18 en est un des éléments fondateurs, c'en est presque la colonne vertébrale. Donc c'est l'un des éléments importants sur cette circonscription des Yvelines, puisqu'on parlait de vos travaux au niveau national sur les finances, mais quels sont les autres dossiers sur lesquels vous vous impliquez au niveau de votre circonscription ? Alors l'autre dossier essentiel pour la circonscription, c'est la question du logement. Et je dirais que c'est aussi la question des nuisances sonores, notamment dans la vallée de Chevreuse sur laquelle on travaille. Mais pour revenir sur la question du logement, parce que là, il va y avoir un texte très important ce printemps, le projet de loi Élan, donc le projet de loi en matière de logement. Et nous avons besoin de faciliter l'offre de logement pour baisser
les prix de l'immobilier et les loyers pour permettre aux gens d'être mieux logés. Il y a aujourd'hui en France 4 millions de personnes qui sont mal logées et notre politique du logement qui engouffre énormément d'argent public ne parvient pas à ces objectifs. Il nous faut donc la réformer. Et au parallèle de ça, il y a une pression très forte qui s'exerce aujourd'hui sur le plan réglementaire sur les communes, et notamment les communes de la vallée de Chevreuse, en matière de logement social. Et nous voulons là faire en sorte que la loi, qui est aujourd'hui très coercitive, soit aussi très incitative, pour qu'on puisse arriver aux objectifs plutôt que de pénaliser les villes, y compris les villes comme Versailles, qui aujourd'hui doivent verser de très importantes amendes du fait de l'application des réglementations. Il faut basculer nos pratiques du coercitif vers l'incitatif. Ça fait beaucoup de travail. Est-ce que vous pensez déjà à un nouveau mandat de député? Oula, pas du tout. Parce que tout à l'heure, on évoquait le fait que la philosophie, c'était justement de ne pas faire une carrière en politique. Vous vous êtes fixé à une limite? Non, vous avez raison. La philosophie, c'est de ne pas faire carrière en politique. Et je dois dire que le premier semestre, enfin, disons, le semestre d'automne a été tellement chargé que les vacances de Noël étaient bienvenues pour retrouver un peu de temps pour la famille et un peu de temps pour soi. Vous ne regrettez pas néanmoins votre engagement politique, j'imagine? Non, puisque moi j'ai eu la chance d'être très vite impliqué dans des sujets qui me sont très chers et sur lesquels j'ai une expertise. On va arriver à la fin de cette émission. 3 dernières questions, habituelles pour le Café Politique. Votre livre de chevet? Mon livre de chevet, c'est les mémoires de Jean Monnet. Pourquoi? Parce que... Européen convaincu, donc. Européen convaincu, mais pas seulement. C'est quelqu'un qui, à très nombreuses étapes clés du XXe siècle, et ça a commencé pendant la Première Guerre mondiale, a su systématiquement trouver des solutions de consensus en mettant les bonnes volontés autour de la table et en innovant et en trouvant des formes institutionnelles nouvelles pour répondre à des problèmes qui paraissaient insolubles. Dernier film au cinéma, si vous avez eu un peu de temps pendant les vacances? Eh bien non. Je voulais aller voir La Promesse de l'Aube, mais j'ai pas eu le temps d'aller le voir, donc peut-être... Ce sera le prochain film au cinéma en tout cas. Et dernière question, votre chanteur, chanteuse préférée? Un morceau de musique Oui, moi j'ai un petit faible pour la musique baroque. Et donc je citerai Jarouski, pas parce que j'ai une admiration particulière, mais parce qu'il est yvelinois, il vient de Sartrouville, et en particulier parce qu'il a participé avec Mathieu Chédid, avec M, à son dernier album sur le Mali, et j'ai été très sensible à leur collaboration. Merci Jean-Noël Barrot, député des Yvelines, d'avoir participé à ce Café Politique.